Donc j'enchaîne avec la dernière fois. Vous m'autorisez à tomber le masque? Ouais? Ok. Je reste bien là. Hein. Alors, du coup, j'en étais au petit 2, une tradition d'enquête quantitative sur les publics en France. Je vous avais fait un petit développement sur les liens entre la sociologie de la culture et la politique culturelle, les politiques culturelles publiques, puisque en France, on a cette particularité d'avoir, depuis maintenant plusieurs décennies, depuis 1959, un ministère de la Culture. Hein, c'était un des premiers en Europe, c'est vraiment une particularité française. Aussi, le financement que l'État met délibérément dans la culture, c'est quelque chose d'assez spécifique en fait à notre tradition nationale, dont on n'a pas toujours conscience, mais voilà. Et du coup, il y a eu aussi cette particularité qui est aussi assez singulière, en réalité à l'échelle internationale, que la sociologie de la culture, elle s'est beaucoup constituée en lien avec cette politique culturelle, avec un ministère qui allait financer des enquêtes et une cellule de recherche qui s'est constituée, qui est devenue aujourd'hui le département des études et de la prospective. Et c'est encore ce département qui a commandité l'enquête sur les pratiques culturelles des Français 2020, qui était la 6e enquête d'une longue série. Et donc, alors, les résultats de l'enquête. Donc, on avait commenté ensemble quelques chiffres. J'espère que c'était pas trop désordonné. Je suis désolée si le cours de la dernière fois était un petit peu comme ça, un peu sur le vif. Donc, j'ai repris un peu ça au calme pour indiquer aussi que malgré tout, la dernière enquête de 2000, donc qui a été faite en 2018-2019, et les résultats ont été synthétisés en 2020. Il y a un résultat qui est assez intéressant, c'est qu'elle diagnostique quand même une forme de réduction des écarts. Alors, des écarts entre les grandes villes et les milieux ruraux, et aussi des écarts entre milieux sociaux, dans une certaine mesure. Donc qui dit réduction des écarts, dit une forme de démocratisation quand même qui était donc le souhait du ministère de la Culture. Mais ce sont des résultats quantitatifs. Pour le moment, cette enquête-là de 2018-2019, elle n'a pas encore été complètement analysée. Donc quand on regarde après point par point, on va le voir dans la suite du cours, souvent on est amené à relativiser un petit peu ces impressions de réduction des écarts. Mais néanmoins, c'est quand même un résultat intéressant de cette enquête, dans le petit polycopier que je vous ai distribué. Et c'est aussi dû à l'importance, la massification des écoutes de musique et de recours au numérique. Ça s'est encore amplifié avec le confinement. Vous aurez l'occasion d'en discuter et d'aborder ce point avec Élodie Hommel. Mais voilà, c'est aussi quelque chose de tout à fait intéressant et pour le coup qui est vraiment une différence entre l'enquête de 2008 et cette enquête, donc une dizaine d'années plus tard. Il y a eu vraiment une forme de massification de ces pratiques audiovisuelles, numériques, cinématographiques. Donc voilà. Après, il faut voir qu'il y a d'autres. On avait regardé un petit peu les chiffres concernant les musées, les expositions. Là, on a quand même plutôt un creusement des écarts. Donc voilà, je vous dis, il faut toujours être nuancé et regarder de près ce que vous ferez plus tard pour la lecture. Voilà. Alors, ça, c'était une première flèche, le lien entre, en France, la constitution de cette tradition d'enquête de sociologie de la culture et les politiques culturelles publiques. Vous pouvez mettre une deuxième flèche, un deuxième élément, je ne sais pas si vous mettez une flèche ou un astérisque, enfin, peu importe, des enquêtes aux théories de la domination et de la reproduction. Des enquêtes aux théories de la domination et de la reproduction. Des enquêtes aux théories de la domination et de la reproduction. Et je vais vous parler à nouveau de Pierre Bourdieu. Donc Pierre Bourdieu, donc vous avez plusieurs titres dans la bibliographie de Pierre Bourdieu, notamment L'amour de l'art, qui est cette enquête pionnière qui justement avait été financée par le ministère sur la fréquentation des musées européens au début des années 60.
il y a un titre très connu qui s'appelle La Distinction, qui est publié en 1979, à partir d'enquêtes qui ont été réalisées pour l'essentiel dans les années 60, et dans une moindre mesure, les règles de l'art. Vous voyez que les mots art, culture, éducation, ça fait partie des titres, des nombreux titres qu'a publié Pierre Bourdieu. Il y a un vrai pan de ces publications qui concerne la sociologie de la culture et qui est vraiment lié aussi dans son modèle à l'éducation. C'est-à-dire que sa sociologie de la culture, elle va de pair avec un intérêt pour comment les individus qui produisent et reçoivent la culture ont été éduqués. On va le voir tout de suite. Parce que la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est une sociologie qui est soucieuse des inégalités sociales, en fait. Et donc, elle cherche à mesurer aussi les formes de distance des individus par rapport à une culture légitime. Culture légitime, ça va, la notion de légitimité? Oui? Qu'est-ce que Manu, je vois que vous hochez la tête. Comment vous définiriez la légitimité, la culture légitime? La culture légitime, c'est plutôt la culture enseignée, la culture canonique, la culture religieuse, Oui. la culture des canons du XVIIe siècle, la musique classique, la littérature classique. Ouais. Oui, vous avez raison, ça fait partie de la culture légitime. Mais là, vous donnez des exemples, mais c'est juste, ce sont des bons exemples. Mais on va dire que si on veut en donner la paraphraser, une culture dominante. Une culture comme une autre? Ah, dominante. Oui, vous avez raison, c'est une culture dominante. Alors après, voilà, on peut décomposer. C'est en fait l'idée que dans une société donnée, alors c'est comme ça qu'il le définit dans le livre qui s'appelle Un art moyen, encore un autre titre avec le mot art, qui porte sur la photographie. Je crois que c'est à la page 45, et il dit, dans une société donnée, à un moment donné, on a, il y a la légitimité, c'est ce qui est considéré comme légitime en dignité et en valeur. Ça mesure vraiment, c'est une mesure de dignité sociale et de valeur sociale. Voilà. Et donc la notion de légitimité, elle est variable dans le temps et dans l'espace, en fait. Donc à chaque fois, voilà. Et elle est effectivement, alors ça touche du symbolique, évidemment, parce que la culture, on est dans le monde de la pensée, du symbolique, des biens culturels, mais ça touche aussi du matériel, parce que, pour légitimer des formes culturelles, l'école, vous l'avez dit, Xavi, quand vous parlez de culture dominante, c'est le fait de passer par des institutions qui elles-mêmes sont légitimes, qui elles-mêmes sont considérées comme officiellement, donnant une caution officielle à cette culture. Donc l'école, l'université, bien sûr, et puis les institutions patrimoniales, les musées, etc. Sachant que, évidemment, c'est ce qu'on a vu la dernière fois en parlant du ministère de la Culture, et et c'est ce qu'on voit aussi avec ces enquêtes, c'est-à-dire que si vous avez lu la présentation des enquêtes, ces enquêtes, en fait, elles ne considèrent pas que la culture, c'est la même chose en 1973 et en 2018. Donc il y a certains biens qui vont être légitimés, qui vont intégrer le périmètre de la culture légitime, et on va poser des questions sur le rap, sur les graffitis, par exemple, sur le cirque en 2018, alors que ce n'était pas du tout le cas en 1973. D'accord ? Donc voilà, il y a cet aspect, la légitimité, c'est quelque chose qui... on a parlé du modèle de Pierre Bourdieu comme une théorie de la légitimité. Donc c'est aussi un mot qui est vraiment un mot-clé dans son modèle, dans sa pensée. Et alors, en fait, ce que cherchent à mesurer les enquêtes de Pierre Bourdieu, qui au départ, dans les années 60, sont pour beaucoup des enquêtes par questionnaire, donc beaucoup des enquêtes dans la lignée de celles du ministère, en fait, qui vont interroger un panel de Français ou un panel donc de public, voilà. Ces enquêtes cherchent à mettre en évidence des correspondances statistiques. Des correspondances statistiques entre les caractéristiques des individus et
leurs pratiques culturelles, avec une hypothèse forte, hein, c'est une hypothèse d'homologie, ça c'est un mot qu'affectionne beaucoup Pierre Bourdieu, notion d'homologie. Est-ce que vous voulez que je l'écrive au tableau? Ouais. Homologie. Notion d'homologie, hein, c'est vraiment l'idée qu'on a des correspondances en fait d'un univers à l'autre. En l'occurrence, une homologie entre la distribution des pratiques culturelles et la situation des groupes sociaux qui ont ces pratiques dans la société, dans la hiérarchie sociale. Ça va ? L'idée de fond, c'est qu'il y a une distribution inégale des goûts culturels. Il y a une ambition vraiment d'objectiver les goûts culturels. Hein, et il y a une formule, par exemple, alors Bourdieu, il aime beaucoup les dérivations, c'est-à-dire, hein, on prend un mot, par exemple, position, disposition, prise de position, ou alors l'individu qui est classé par ses classements. C'est-à-dire, lui-même, il a des goûts et des classements, lui-même, il classe les œuvres, mais en fait, en classant les œuvres d'une certaine manière, lui-même est classé dans la société. Vous voyez ? Hein, ça, c'est vraiment la manière de penser de Pierre Bourdieu, avec l'idée que ce que les individus ont dans la tête, leur manière de voir la société, en fait, reflète souvent la position qu'ils ont dans la société. D'accord ? En fait, il y a des différences objectivables à l'extérieur, et que ça se reflète dans la manière dont on conçoit, voilà, ses goûts, la manière dont... Voilà. Donc, il est intéressé par le fait que les goûts culturels sont inégalement distribués dans la société. Et donc, on a des correspondances entre, d'une part, la hiérarchie des domaines culturels, c'est-à-dire l'idée que la littérature, elle est plus légitime que la photographie. Hein, c'est la raison pour laquelle il a appelé son livre sur la photographie un art moyen. En fait, parce qu'il montre que voilà, la photographie, elle s'est un peu légitimée, mais disons, oui, par exemple, à l'université, ici, il y a un département de lettres, hein, qui est une discipline très ancienne, plus ancienne que la sociologie, par exemple. Il n'y a pas de département de photographie. Enfin, bon, c'est un exemple un peu bête, hein, mais il y a un département de cinéma, mais qui est beaucoup plus récent aussi que le département de littérature. Donc, oui, c'est un signe, en fait, de différence de légitimité. Et, par exemple, le sport, culturellement, est moins légitime encore que la photographie. Hein, voilà. Il y a une hiérarchie des genres à l'intérieur des domaines culturels. Si on prend le cas de la musique, hein, l'écoute musicale, elle s'est énormément banalisée, diversifiée. C'est un résultat des enquêtes. Mais encore faut-il, hein, pour la musique, aller voir ce qu'écoutent les individus et comment ils écoutent de la musique. Et donc, voilà, dans la musique, eh bien, on a la musique classique, l'opéra, qui est, par exemple, plus légitime que la musique commerciale, la variété, que Britney Spears. Voilà. Hein. C'est ce que montre Bernard Lahire dans la culture des individus. Oui, alors Bernard Lahire, il est, alors c'est un grand lecteur et il manie beaucoup le modèle et les notions de Pierre Bourdieu, mais il développe une critique aussi de Pierre Bourdieu. Hein. Par exemple, Bernard Lahire, il reprend les mots de légitimité, en fait, c'est ce qui lui permet d'élaborer ses modèles à lui, mais il le décale. Et lui va dire que finalement, il parle justement dans la culture des individus, il montre, on est dans autre chose, hein, la culture des individus, parce qu'il montre que il peut y avoir des distinctions de soi à soi, qu'un même individu peut écouter l'opéra et en même temps être fan de Johnny Hallyday, et qu'il peut avoir des formes de dissonance dans un même individu. Bourdieu, là, on n'en est pas là. Hein. Là, je suis sur le modèle vraiment des années 60-70, où ce que dit Bourdieu, c'est plutôt, si vous regardez la distinction, hein, c'est un peu outré, il fait donc avec ça, quand je parle de correspondance statistique, c'était aussi une méthode d'enquête, hein, c'est-à-dire qu'il faisait donc des grandes enquêtes par questionnaire, il amassait des grandes données,
Et ensuite, il y avait une technique statistique qu'il affectionnait beaucoup, c'est l'analyse des correspondances multiples. Vous pouvez noter ce terme, un peu de technique, l'analyse des correspondances multiples. Et alors, l'analyse des correspondances multiples, si vous voulez, ça permet statistiquement de rentrer beaucoup de données. Et ensuite, c'est un ordinateur, enfin c'est un logiciel qui vous réalise une forme de représentation graphique de la proximité des individus en fonction de la manière dont ils ont répondu aux questions. Je ne sais pas si c'est très clair. Hein, voilà. En sociologie, vous pouvez faire des tableaux, ce qu'on appelle des tri à plat. Donc en gros, c'est hommes-femmes, combien d'hommes, combien de femmes. Vous pouvez faire des tri croisés. C'est par exemple, il y a plus d'hommes, de femmes il y a plus de femmes que d'hommes qui lisent des livres. Ça, ce qui est vrai. Hein, la lecture, elle s'est considérablement féminisée. Donc si vous faites un tri croisé avec nombre de livres lus, hommes-femmes, vous allez avoir plus de femmes parmi les lectrices de livres que d'hommes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un tri avec deux variables. Hein, deux variables, on a le sexe et puis on a la lecture de livres. Avec l'ACM, en fait, on a plein de variables. Donc on peut mettre jusqu'à 100 variables. C'est un énorme, si vous voulez, un temps de... Et pour représenter ça, donc évidemment dans des tableaux, que ça devient compliqué. Et donc la technique de l'analyse des correspondances multiples permet d'avoir des graphiques. Hein, sur ce modèle-là, vous avez un axe des abscisses, un axe des ordonnées, si vous voulez. Et le logiciel va représenter comme ça des individus. Alors en général, dans les graphiques de Bourdieu, vous avez ici c'est le capital économique et le capital culturel qui organisent en fait la représentation graphique de ces caractéristiques. Et donc vous avez, au sommet, vous aurez des individus qui ont... Carla Bruni, j'aime bien l'exemple de Carla Bruni, parce qu'elle a beaucoup de capital économique et beaucoup de capital culturel, en fait, Carla Bruni. Donc elle va être au sommet, et puis là, vous aurez des individus qui ont très peu de diplômes, qui ont très peu de ressources économiques, enfin, qui sont, voilà. Et puis là, vous aurez, en fait, une répartition avec ici ceux qui ont beaucoup de capital culturel, pas beaucoup de capital économique, et l'inverse ici. D'accord ? Et ça va vous permettre de rapprocher des groupes d'individus qui vont en fait avoir des goûts aussi semblables. Et dans la distinction, donc on a des schémas comme ça, et en fait ce que montre le schéma, par exemple, ça va être les individus qui... alors ça va rapprocher des individus qui, par exemple, aiment l'opéra et boivent du champagne, et puis des individus qui boivent de la bière et sont plutôt fans de foot. Voilà, enfin je caricature énormément. Hein. Voilà. C'est toujours avec deux variables, non ? Je veux dire que c'est con qu'on arrive à voir qu'on peut mettre plein de variables. Je vois que deux, non ? C'est un axe toujours de deux. Alors non, là, si vous voulez, quand je parle de capital culturel, capital économique, justement, ce ne sont pas des variables à proprement parler, ce sont des agrégations de variables. C'est-à-dire que, alors, chez Bourdieu, vous avez déjà un peu entendu parler des capitaux ? Ou pas ? Oui. Hein, donc, il y a les concepts un petit peu comme ça, phares de Bourdieu, c'est le champ. Ça, c'est bon, vous avez entendu parler ? Le champ de lutte, le champ de force, un petit peu. Voilà. C'est une représentation de l'espace social. Et les champs, en fait, ça va être, par exemple, le champ littéraire, le champ artistique. Donc, c'est des espaces sociaux distincts, différenciés, qu'on va définir, les champs. Vous avez les capitaux. Alors, les capitaux, ça s'applique au niveau des individus. Et donc, le capital culturel... ça va être, en fait, il existe sous trois formes, le capital culturel, mais ça peut être, par exemple, le capital culturel incorporé, donc c'est des apprentissages, le fait de savoir parler une langue étrangère, de savoir jouer du piano. Le capital culturel institutionnalisé, ça c'est les diplômes, donc c'est vraiment officialisé sous la forme de diplômes, etc. Et objectivé, le capital culturel objectivé, ça va être chez vous, vos livres, votre ordinateur, votre bibliothèque et votre piano, etc. Enfin, des objets, en fait. Donc, le capital culturel, si vous voulez, c'est une sorte d'agrégateur qui va caractériser les individus. Donc, pour parler de beaucoup de capital culturel et beaucoup de capital économique, en fait, ça va agréger plein d'indicateurs et donc plein de caractéristiques qu'on va pouvoir mettre dans ce tableau. Ça va ? C'est un peu plus clair ? Oui. Donc, en fait, ça, c'est des schémas extrêmement synthétiques qui rassemblent beaucoup de données. Et on rentre toutes ces données et l'ordinateur produit en fait ces espèces de schémas
synthétiques qui vont tendance à insister sur les individus proches dans l'espace social, les individus qui vont être éloignés, etc. Ça va constituer des groupes. D'accord ? Et donc, ça permet de mettre en avant ces formes d'homologie qui intéressent beaucoup Bourdieu, ces formes de correspondance. Et donc, je vous ai parlé de hiérarchie dans les domaines culturels, de hiérarchie de genre à l'intérieur d'un même domaine culturel, et puis, justement, la hiérarchie des publics, selon la position sociale et ce qui apparaît très important pour la consommation de la culture, comme le montrent les résultats de cette enquête L'amour de l'art, c'est le niveau de diplôme, par exemple, qui est donc un bon indicateur du capital culturel, parmi d'autres, mais qui est un indicateur, pour le coup, important. Et voilà, le niveau de diplôme, il reste très important pour rendre compte des pratiques culturelles. Et vous voyez qu'en fait, les correspondances qui intéressent Bourdieu, finalement, c'est des correspondances entre un espace de production culturelle, qui lui-même est légitimé, qui est plus ou moins légitime, du coup, qui est traversé par des différences de légitimité, et un espace de consommation. Le public, là, c'est un consommateur, en fait, quand même. C'est un consommateur. Comme si, en fait, à chaque groupe social correspondait des catégories spécifiques de produits culturels. Voilà. La relation établie dans ce genre d'enquête, elle reste d'ordre quantitatif, même si vous lisez la distinction, vous verrez qu'il y a aussi des portraits, des entretiens, des observations ethnographiques. Mais voilà, c'est en tout cas à l'appui de ce genre de représentation de la société. Voilà. Alors après, ça va de pair chez Bourdieu avec une conception de ce qui se passe entre le spectateur, le consommateur et le bien culturel, qu'il a notamment développé dans L'amour de l'art, donc ce livre sur les musées d'art. Mais quand on regarde de près comment il décrit la rencontre entre un individu et une œuvre d'art, en fait, le public reste assez passif dans le modèle de Pierre Bourdieu. Pourquoi il reste assez passif ? Ça reste assez sommaire, parce que Pierre Bourdieu, il est très influencé. Alors, Pierre Bourdieu, il a une formation en philosophie. Il est agrégé de philosophie. Il a eu un parcours, donc c'était un brillant élève qui vient d'un petit village dans le Béarn. Il est monté faire ses études à Paris, classe préparatoire, Hippocagne. On vous a déjà parlé de ça ? Ouais. Voilà, donc il a passé l'agrégation de philosophie. Il avait commencé une thèse de philosophie sur, d'ailleurs, le lien entre la temporalité et l'amour. C'était un sujet... avec Merleau-Ponty. Et puis, ça a été complètement bouleversé parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie. Il a été envoyé en Algérie, donc dans les années 60. Et alors, il a été assez protégé pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout au front. Il a pu faire des enquêtes avec des Algériens, avec notamment Abdelmalek Sayat, qui est devenu son grand ami, qui a été après un des grands spécialistes de l'immigration algérienne en France. Il a fait beaucoup de photos, ils ont fait des enquêtes. Et donc, c'est ça qui a décidé de sa conversion, en quelque sorte, à la sociologie, lorsqu'il est rentré de la guerre d'Algérie, il s'est engagé auprès notamment de Raymond Aron, il a commencé à faire plein d'enquêtes, etc. Et en tant que connaisseur de la philosophie, lorsqu'il parle de ce qui se passe donc dans la relation entre un public et une œuvre d'art, il est très influencé par Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, donc grand philosophe allemand, qui avait toute une théorie de l'esthétique, en fait. Voilà, vous connaissez sans doute le nom de Kant, parce que vous avez sans doute au moins lu un titre de lui en philosophie, je ne sais pas, ou quelques pages de lui, je ne sais pas. Donc c'est un philosophe qui a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de questions logiques qu'il pose dans sa philosophie, et il a toute une conception de l'esthétique, Kant. Voilà. Et chez Kant, si vous voulez, il y a une relation avec l'œuvre d'art qui est distincte, ça peut se passer très différemment entre l'individu et l'œuvre d'art, et donc il y a si vous voulez, l'idéal d'une relation esthétique
où le spectateur est dans une forme d'intérêt au désintéressement devant l'œuvre d'art. Il n'est pas dans la recherche de sensations agréables, etc. Et puis, il y a une relation qui est plus ce qu'il appelle éthique avec l'œuvre d'art, où cette fois, donc, c'est plutôt dans la satisfaction des sensations. Alors, chez Kant, toutes les sensations sont hiérarchisées. Elles sont plus ou moins intéressantes, plus ou moins, on va dire, faciles. Voilà, donc il y a des différences de valeur en fonction du type de relation qu'on va instaurer avec l'œuvre d'art. Et Pierre Bourdieu, il est influencé par ça. Et finalement, il y a quelque chose d'un peu binaire dans la manière dont il conçoit la relation esthétique potentielle. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont des compétences esthétiques, des compétences artistiques, qui ont les compétences artistiques légitimes, autrement dit, propres à la culture légitime, et qui peuvent apprécier l'œuvre d'art. Et donc, il rentre, si vous voulez, dans cette relation en quelque sorte désintéressés à l'œuvre d'art, ils savent la lire, ils ont les codes culturels, ils savent à peu près l'interpréter. Et puis, en revanche, il y a un public qui n'a pas les clés et qui se trouve noyé devant l'œuvre d'art. C'est les termes de Bourdieu, il se retrouve noyé. Je vous cite un petit extrait de L'Amour de l'art. Lorsque le message excède les possibilités d'appréhension du spectateur, celui-ci n'en saisit pas l'intention et se désintéresse de ce qui lui paraît comme bariolage, sans rime ni raison, comme jeu de taches de couleurs sans nécessité. Autrement dit, placé devant un message trop riche pour lui, ou, comme le dit la théorie de l'information, submergent, il se sent noyé et ne s'attarde pas. Donc le spectateur n'en saisit pas l'intention et se désintéresse de ce qui lui paraît comme bariolage, il se sent noyé et ne s'attarde pas. Donc une sorte d'échec en fait, vous voyez, une forme d'échec, et quand il essaye finalement de poursuivre un petit peu sur ce que ce spectateur incompétent, enfin qui n'a pas les codes, peut percevoir, eh bien on tombe sur le vocabulaire du manque, de l'inadéquation. Ceux qui n'ont pas reçu de leur famille ou de l'école les instruments que suppose la familiarité sont condamnés à une perception de l'œuvre d'art qui emprunte ces catégories à l'expérience quotidienne et qui s'achève dans la simple reconnaissance de l'objet représenté. Le spectateur désarmé ne peut en effet voir autre chose que les significations primaires qui ne caractérisent en rien le style de l'œuvre d'art. En fait, ce qu'il dit là, c'est le public qui n'a pas les codes, il va voir quelque chose de figuratif, il va voir par exemple je sais pas, si c'est une peinture qui représente une femme nue, il va juger la femme sur sa beauté, ou sur où il va faire des commentaires un peu graveleux, ou j'en sais rien. Et alors que celui qui a les codes, il va dire, voilà, là c'est le bleu vénitien, la couleur de ses cheveux, c'est parce que les codes, voilà, sachant que Bourdieu, il a lu les historiens d'art aussi, il a lu Baxandal, donc lui-même, il a acquis une petite culture, en fait, il a acquis une culture artistique légitime, on va dire, et du coup, voilà, pour lui, il y a vraiment une distinction de capacité en fonction des codes qu'on possède ou pas devant l'œuvre d'art. Voilà. Mais vous voyez que pour une certaine partie du public qui n'a malheureusement pas ces codes, il y a une sorte... il n'en parle qu'en négatif, en fait. Ça va ? Ça, j'insiste un peu dessus. Alors, je sais que vous ne voyez plus dans le cours, vous n'entendez plus trop parler d'une critique de Bourdieu qui a été faite par Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, qui s'appelle Le savant et le populaire. C'est un livre très important. Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, ce sont deux chercheurs sociologues qui ont travaillé avec Bourdieu assez étroitement, et puis qui s'en sont éloignés, en fait, avec le temps. Et dans Le savant et le populaire, ils critiquent ce qu'ils appellent le légitimisme de Bourdieu. Le légitimisme de Bourdieu, c'est-à-dire le fait que Bourdieu lui-même a tendance à croire en la légitimité de la culture dominante. Vous voyez ? Que c'est comme si Bourdieu lui-même, il y avait une petite part de jugement un peu normatif aussi, vous voyez, en termes de bien, de mal, de positif, de négatif. Voilà.
Alors après, c'est pas facile de sortir de ça, et donc il y a toute une réflexion de ces deux chercheurs dans Le Savant et le Populaire, parce qu'ils disent qu'il faut, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est éviter justement cette tendance au légitimisme. Ils disent qu'il y a deux écueils. Il y a d'un côté le populisme, ce serait de dire, effectivement, la culture populaire, les gens des classes populaires, ils ont une culture formidable, etc. Et l'autre risque, c'est le misérabilisme, c'est-à-dire les gens des classes populaires, c'est que de la pauvreté, ça n'a aucune valeur, etc. Donc, pour eux, c'est deux écueils, et il y a toute une difficulté pour le chercheur quand il cherche à décrire ce que c'est que la culture populaire, et voilà, une difficulté pour le savant, c'est le titre du livre, Le Savant et le Populaire, difficulté pour le savant d'aller trouver les mots justes, en fait, pour aller parler de cette culture populaire. Voilà. Alors, Jean-Claude Passeron, c'est le préfacier de La culture du pauvre, de Richard Hogarth. Ça, c'est pas du tout anodin, et je vais reparler un petit peu plus tard de Richard Hogarth. Mais la lecture de Richard Hogarth, elle a été indispensable pour Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, justement pour critiquer ainsi Pierre Bourdieu. D'accord ? Parce que voilà, Richard Hogarth constitue une forme de modèle dans la manière qu'il trouve pour parler des classes populaires. Voilà, puisque voilà, le ton juste que trouve Hogarth pour parler des classes populaires. Ça va sur tout ça ? Alors, on passe au petit 3. Et justement, on va aborder, dans la lignée du savant et le populaire, on va aborder les critiques de la théorie de la légitimité culturelle. Les critiques de la théorie de la légitimité culturelle, 2 points, le modèle de la distinction à l'épreuve. Le modèle de la distinction à l'épreuve. Les critiques de la théorie de la légitimité culturelle, le modèle de la distinction à l'épreuve. Alors, en effet, le modèle de la distinction, le modèle que met en place Pierre Bourdieu, il a reçu un certain nombre de critiques, et notamment le fait qu'il était finalement situé dans le temps et dans l'espace. Que c'était un modèle qui avait sa justesse, sa pertinence, mais pour décrire une société donnée à un moment donné, on va dire. Et c'est ce qu'essaient de montrer donc plusieurs sociologues depuis le début, en particulier depuis les années 1990. Le Savant et le Populaire est publié alors sous forme de livre en 1989. C'était un séminaire au départ, il y a eu plusieurs étapes de publication. Si vous voulez lire là-dessus, il y a une table ronde que j'avais dirigée avec un ami, Karim Mahmoud, dans la revue Bien Symbolique, que vous trouvez ça en ligne en fait. Donc voilà, on a tout un texte pour présenter le livre, et après ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une sorte de témoignage d'une dizaine de chercheurs. Il y a un texte inédit de Claude Grignon, et ils reviennent sur leur lecture de ce livre, Le Savant et le Populaire, qui existe depuis seulement 6-7 ans, sous forme de livre de poche. Et c'est vraiment un petit livre classique des sciences sociales, donc je vous invite à aller l'acheter. Même s'il est, c'est un livre un peu bizarre, il a gardé une forme un peu orale de séminaire, donc voilà, et puis il y a des textes en annexe, enfin voilà, mais il coûte pas très cher maintenant, il est en livre de poche, donc c'est une vraie chance d'avoir ce livre, voilà. Et puis voilà, cette table ronde, elle est intéressante. Accessible en ligne, en accès libre, voilà. Donc, un modèle situé dans le temps et dans l'espace. Parce que, ce que pointent les critiques, c'est que il s'applique surtout à la France. Alors ça, c'est une critique de Michèle Lamont. Michèle Lamont, c'est une Canadienne qui a fait une carrière de sociologue aux États-Unis, mais qui est passée par la France. Elle a notamment été formée par Grignon, d'ailleurs. Elle a été suivie en partie par Claude Grignon pendant qu'elle faisait sa thèse. Donc elle connaît bien la sociologie de la culture française, elle connaît bien Pierre Bourdieu. Mais dans son livre qui s'appelle « La morale et l'argent », elle comparait les élites françaises et américaines. Et ce qu'elle montre, l'un des résultats de son travail, donc elle a fait beaucoup d'entretiens avec des membres des catégories supérieures en France et aux États-Unis,
c'est que finalement, les frontières culturelles, alors qui sont liées au niveau d'éducation, à l'intelligence, au goût, au cosmopolitisme, eh bien, ils sont moins marqués aux États-Unis qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, bon, bah, voilà, les goûts culturels des individus, bah, ils sont importants. Il y a l'idée donc de les goûts, le raffinement, les processus de distinction par rapport à la culture, en fait, sont assez importants. Alors qu'aux États-Unis, finalement, il y a d'autres valeurs qui apparaissent plutôt plus importantes, hein, comme l'intelligence pratique, la compétence de l'individu, qui peut être démontrée, enfin l'efficacité qu'il peut avoir dans un secteur de pointe. Ça, c'est dans les années 90. Hein. Eh bien, qui vont, être davantage intégrés au capital culturel des individus, davantage considérés que leur connaissance précise de, de l'opéra, de tel domaine culturel, voilà, hein, pour les processus de distinction entre les individus. Donc l'idée, en fait, c'est de dire, bah, ça s'applique bien à la France, parce que la France, il y a un rapport tout à fait particulier, en fait, à la culture, à la langue. C'est une nation européenne qui est plus ancienne que les États-Unis, et il y a des institutions culturelles qui se sont établies, bah, comme le ministère de la Culture. Hein, je vous disais, c'est un petit peu une particularité française, l'importance du ministère de la Culture. Du coup, voilà, on a un rapport particulier en France à la culture qui se retrouve pas forcément ailleurs, hein, dans d'autres pays. Et puis, d'autres critiques ont établi que le modèle de Pierre Bourdieu, il était daté, qui s'appliquait en fait bien à la France des années 60 et 70, mais depuis les années 80, hein, il y a d'autres enquêtes qui remettent en cause certains résultats. Voilà. Avec l'idée que finalement, ça s'appliquait bien à la France des 30 Glorieuses, qui était un moment tout à fait particulier. Hein, vous savez, cette période après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, 60, 70, où la France connaissait une croissance économique très forte. On ne parlait pas, comme on le fait aujourd'hui, un peu tout le temps, de crise économique, voilà, alors avec des rebonds, hein, mais c'est vrai que depuis les chocs pétroliers, la crise de 2008, on est toujours dans un contexte plus ou moins de crise, alors avec des hauts et des bas, alors que pendant les 30 Glorieuses, il y avait une période assez exceptionnelle. Il y avait aussi une mobilité sociale ascendante. Hein. Je ne sais pas, moi, c'est la génération de mes parents, la génération des 30 Glorieuses, et puis des baby-boomers, hein, qui se distinguent aussi par leurs pratiques culturelles. Si vous avez lu le petit document, on les voit aussi. C'est une génération assez particulière, hein, du point de vue de leurs pratiques culturelles. En tout cas, l'idée, si vous voulez, que le modèle de Bourdieu, qui lui-même faisait partie qui a bénéficié de cette période des 30 Glorieuses, en fait, dans sa carrière, etc., et bien que finalement c'est un modèle qui a fonctionné pendant cette période, mais qu'ensuite on passe à autre chose et que ça s'applique moins bien parce que la société française a changé. Alors comment la société française a changé ? Je vais vous mettre une succession de 4 points. Succession de 4 points. Premier point, l'idée qu'il y a eu une dévaluation de la culture savante, littéraire et artistique, face à une montée du divertissement, du mélange des genres. Ça, c'est le premier point, avec l'idée aussi que l'école, la fréquentation de l'institution scolaire, ne garantit pas, garantit moins qu'auparavant en tout cas, la connaissance du patrimoine littéraire et artistique que les élites se transmettaient auparavant. Et pour preuve de ça, donc il y a eu évidemment une transformation du système scolaire, hein, au XXe siècle, alors qui s'est faite à plusieurs niveaux. Bon, il y a eu déjà une intégration massive des femmes, hein, c'était pas du tout le cas au début du XXe siècle. Mais disons qu'il y a une transition à peu près en 1950 où les écoles ont tendance à devenir mixtes. Auparavant, c'était très rare, les écoles mixtes.
Et donc, il y avait, les femmes avaient eu accès petit à petit à l'éducation, mais il y avait encore un régime à 2 vitesses. On est passé maintenant à une éducation qui est à peu près équivalente pour les femmes et les hommes. Et il y a eu un rattrapage tout à fait remarquable des filles sur les garçons, parce que les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Les enquêtes le montrent depuis les années 90. Ça se répercute pas directement dans leur position sociale, où il y a des recompositions de la domination masculine, mais enfin, à l'école, elles réussissent bien. Et il y a eu aussi un changement de l'école, donc du point de vue de la mixité, du point de vue de l'enseignement, du point de vue des normes scolaires, et du point de vue des filières qui étaient valorisées. Puisque avant on valorisait beaucoup les filières humanistes, la connaissance de l'Antiquité grecque et latine, des humanités classiques. Et aujourd'hui, ce qui est le plus favorisé, c'est les filières scientifiques et techniques. Dans la hiérarchie implicite dans le secondaire, quand vous arrivez au niveau du baccalauréat, c'est plutôt la première et la terminale scientifique c'est plutôt là où vont les bons élèves. On leur recommande aujourd'hui, même s'ils sont forts en latin, en grec, que sais-je, on va leur dire va plutôt dans la filière scientifique parce que c'est ce qui t'ouvrira le plus de possibilités ensuite. C'était pas le cas au début du siècle, où ce qui était valorisé pour les filles de bonne famille, c'était le droit, c'était la littérature, Donc il y a eu un changement des modèles d'excellence, et il y a aussi d'autres modes d'acquisition des savoirs. D'ailleurs, si on regarde aussi la manière dont on enseigne, par exemple, les cours de français et de littérature, ça a changé. Avant, c'était plutôt les grands textes, les œuvres littéraires anciennement copiées et admirées, et puis, petit à petit, les textes étudiés, ils vont changer, on va intégrer plus des textes médiatiques, voilà. Il y a l'idée aussi dans le rapport à la culture savante que existe de plus en plus, se sont développées dans les dernières décennies des formes de zones franches où la légitimité n'est pas la même, en fait, notamment dans la jeunesse. Puisque depuis les années 60, il y a l'émergence d'une culture juvénile. Au départ, on appelait ça la culture yéyé. C'est pareil, ça c'est la génération... Enfin, moi, c'est mes parents qui ont eu ces cultures yéyé, tout ça. Mais donc avec le développement d'une presse, de médias, de radio, les radios jeunes, Fun Radio, Skyrock, alors maintenant tout ça, ces radios-là, voilà, c'est en fait, si on regarde sur la longue histoire, c'est assez récent, l'émergence de ces radios jeunes. Et puis, les sociologues qui travaillent sur les enfants, les pratiques culturelles des enfants et des adolescents, montrent que à un certain âge, donc au collège notamment, ce qui explique plus les variations de goût culturel, c'est moins l'origine sociale que le sexe. C'est-à-dire que c'est plutôt la différence entre les filles et les garçons qui se caractérisent par des goûts différents que le sexe et la proximité générationnelle, notamment pour le cinéma et la musique. Ça explique plus les variations des goûts musicaux et cinématographiques, la proximité générationnelle et le sexe, que la proximité sociale. Avec, donc je vous ai parlé de ces radios jeunes qui promeuvent aussi des formes de langage, une forme d'argot, la télévision qui va mettre en avant une exigence d'anti-intellectualisme, c'est-à-dire qu'il faut faire court, simple, voilà, sinon on est coupé. Donc voilà, il y a d'autres modèles que ceux plus anciens de la culture savante qui ont pris de l'importance, en fait, et donc qui sont des modèles concurrents, vous voyez. Deuxième point, il y a aussi une tendance des institutions culturelles elles-mêmes, et notamment de ce ministère de la Culture, dont je vous ai parlé, à élargir les contours de la culture légitime, à capter notamment ce qui était considéré auparavant comme une culture mineure, de divertissement, distractive, pour le légitimer. Il y a une définition moins restrictive de la culture. Alors il y a un basculement qu'on peut dater à ce niveau-là, c'est le début des années 80, avec le moment où François Mitterrand, donc premier président de la gauche socialiste sous la Ve République, donc c'est en 1981, il accède au pouvoir avec son ministre de la Culture, qui à l'époque est Jack Lang. Je ne sais pas si vous connaissez Jack Lang. Il dirige actuellement l'Institut du monde arabe, je crois encore. Je crois qu'il est encore le directeur de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, qui est un homme de théâtre, voilà, avec beaucoup de...
La fête de la musique. Et voilà, merci Chavi, création par Jack Lang, ça c'est un symbole par exemple de ce dont je parle. Il crée la fête de la musique, hein, donc c'est un grand symbole. Vous voyez, le principe même de la fête de la musique, c'est de dire on est tous musiciens, tout le monde va dans la rue avec sa petite chorale, son petit instrument, et on partage autour de la musique. Mais vous voyez, ça rend poreuse plutôt la frontière entre la culture légitime d'un côté, c'est-à-dire ceux qui savent jouer de la musique, qui vont faire le concert dans un cadre tout à fait délimité, et puis le public, en fait, en disant, voilà, il y a une forme... Hein, donc, il ne parle plus d'ailleurs de démocratisation culturelle comme le faisait André Malraux. Vous voyez, où c'était l'idée, André Malraux, on a une petite culture légitime, et ben on va la diffuser jusqu'aux couches populaires, et non, Jack Lang dit c'est la démocratie culturelle, autrement dit vous êtes tous déjà des artistes. Il y a un petit côté un peu démago comme ça, et la culture, vous voyez, elle prend plus un sens anthropologique et un sens un peu moins savant. Hein, vous avez vu cette différence dans le terme culture avec Maxime Delfiol, je pense, culture au sens anthropologique, culture au sens savant. Là, avec Jack Lang, on est plus dans les différentes formes d'expression culturelle, et l'idée qu'on peut niveler, qu'il peut y avoir l'expression aussi de contre-culture, qu'on peut aussi faire des expositions sur le rap, les graffitis, le hip-hop. Voilà. Ça va, tout ça ? Voilà, et donc on est encore là-dedans, il y a une forme d'expansion du secteur culturel, hein, qui est bien montrée par Vincent Dubois, j'avais cité son nom la dernière fois, hein, qui a ce petit livre très lumineux sur la politique culturelle, qui est aussi en livre de poche d'ailleurs. Et Vincent Dubois montre bien en fait ce virement en fait. Et que depuis, si vous voulez, c'est pas propre à la France. Enfin, il y a aussi, ça s'accompagne d'un mouvement d'expansion du secteur culturel en fait, aussi dans le monde occidental, avec après dans les années 90 une forme d'internationalisation aussi des secteurs culturels, d'industrialisation des secteurs culturels. Voilà. Troisième point. Alors ça, c'est une expression d'Olivier Donat qui a réalisé. C'est l'auteur de l'un des polycopiés que je vous ai distribués. Maintenant, il est à la retraite, mais il avait réalisé plusieurs enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, Olivier Donat, et il parlait d'économie médiatico-publicitaire. Économie médiatico-publicitaire. Alors pour désigner, si vous voulez, un ensemble rassemblant... J'entends certains d'entre vous qui sont en train de discuter. Je ne sais pas exactement où, mais ça fait un peu de bruit. Donc économie médiatico-publicitaire, c'est-à-dire c'est un ensemble qui rassemble la presse, la radio, la télévision, les médias, avec l'idée que ce qui prime là-dedans, c'est ça relève des loisirs audiovisuels et du marketing, et qu'il y a même une dimension un peu esthétique dans cette économie médiatico-publicitaire, alors qui est perceptible dans des événements qui vont être organisés à l'échelle nationale, comme les Jeux Olympiques. Vous savez, les Jeux Olympiques étaient en France dans les années 90, à Albertville. Et bon, maintenant c'est dans le monde, mais il y a toujours ces grandes cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques, avec des chanteurs, toute une... des feux d'artifice, etc. Il y avait aussi, en 1989, le bicentenaire de la Révolution française, avec des grands événements qu'on peut avoir aussi lors de la fête nationale, le 14 juillet. Enfin, l'idée qu'il y a toute une esthétique médiatico-publicitaire, donc qui vise à rassembler la population, voilà. Et que du coup, ça brouille aussi les frontières entre ce qu'est la culture légitime et ce qui est en dehors de la culture légitime. Vous voyez, ça a tendance à... Sachant que on parle de publicité, de marketing, en fait l'idée c'est qu'il y a aussi une emprise économique des grands groupes qui va grignoter un petit peu le fonctionnement propre des champs artistiques, littéraires, culturels, en fait. Ça va là quand je parle de champs ?
Alors, Pierre Bourdieu, parmi ses livres, il y en a un qui s'appelle Les règles de l'art, et c'est vraiment le livre où il développe le plus la notion de chant, où il l'applique justement à la littérature et aux arts plastiques. De manière un peu déséquilibrée, mais en tout cas, il réfléchit sur la constitution du champ littéraire artistique. Alors, pour le champ littéraire, il situe ça au XIXe siècle. Il voit en fait que ce champ littéraire s'autonomise du reste de la société au XIXe siècle. Il y a la constitution, si vous voulez, de champs relativement autonomes vis-à-vis des paramètres religieux, économiques, politiques. Alors qu'auparavant, les écrivains, les artistes, ils étaient aussi dépendants de la sphère politique, économique, religieuse. Donc il y a une forme d'autonomisation du champ littéraire artistique qui est très importante parce que ça permet si vous voulez, de dissocier ce que Bourdieu appelle un pôle de production restreinte d'un pôle de grande production. Donc le pôle de grande production, c'est les best-sellers. Le pôle de production restreinte, c'est un pôle qui est régi par une économie inversée. C'est-à-dire que pour être valorisé en tant qu'écrivain dans ce pôle de production restreinte, eh bien, il faut respecter l'histoire du chant. Il faut innover, en fait, par son art, en expérimentant de nouvelles manières de faire de l'art, par exemple, d'écrire de la littérature. Et ça ne va pas tout de suite forcément se mesurer à un succès économique, ça peut prendre du temps pour arriver au succès économique, mais c'est là où il va y avoir, si vous voulez, des formes de reconnaissance littéraire artistique les plus pures et les plus importantes. Ça va ? Et donc, il y a l'idée que dans un modèle un peu ancien et traditionnel, l'écrivain, il va d'abord avoir la reconnaissance des critiques les plus exigeants, en fait, et puis avec le temps, il va se mettre à vendre des œuvres, parce que ces œuvres vont être classicisées, elles vont être par exemple mises au programme scolaire. Et c'est un petit peu l'inverse pour l'auteur de best-seller, je dirais à la Marc Lévy, qui va peut-être vendre beaucoup de livres dès le départ, et ça va être très médiatisé. Mais sur le long terme, en fait, les livres de Marc Lévy, c'est l'idée qu'ils n'ont aucune chance d'être mis au programme scolaire ou universitaire, parce qu'ils ne remplissent pas les critères de la valeur littéraire, ils ne sont pas reconnus par les critiques les plus exigeants. D'accord ? Voilà, donc ça, il y a ça dans la conceptualisation du champ de Pierre Bourdieu. Et en fait, avec cette économie médiatico-publicitaire, cette emprise des grands groupes, l'idée c'est que l'autonomie du champ littéraire, elle est un peu menacée par le poids de l'économie, par le poids des grands groupes éditoriaux, par le poids de la logique, des logiques aussi médiatiques. Hein, et alors ça, c'est assez juste quand on regarde le champ littéraire contemporain, récent, dans le sens où on exige de plus en plus des écrivains par rapport à ce que c'était à la fin du 19e, au début du 20e, qu'ils se laissent prendre en photo, qu'ils aillent sur les plateaux de télévision, qu'ils assument une sorte de personnage public, en fait. Il y a une sorte de glissement de l'attention de l'œuvre vers l'auteur, hein, qui s'est un petit peu amplifié, enfin en tout cas qui est présente dans le champ littéraire contemporain. On peut penser à Amélie Nothomb, vous savez, qui se met souvent en scène en buvant du champagne avec ses grands chapeaux, en mangeant des fruits pourris à la télé. Je ne sais pas si vous lisez, certains lisent ou connaissent Amélie Nothomb ici, ou enfin la manière dont en fait les auteurs ils sont aussi présents de plus en plus dans l'espace public. Ou Houellebecq, Michel Houellebecq est un bon exemple. D'un auteur qui va avoir des déclarations comme ça fracassantes, très provocatrices, qui va un peu se clochardiser, il fume sa cigarette comme ça, avec il a une manière très particulière de fumer sa cigarette. Houellebecq, il se balade avec des sacs plastiques. Enfin, voilà, il a une sorte de personnage comme ça, si vous voulez, tout à fait singulier, et qu'il assume comme ça dans les médias, en fait. Ça va ? Je suis pas en train de vous perdre, ça reste compréhensible. L'idée, en fait, si vous voulez, c'est que ce glissement de l'œuvre à l'auteur, il s'est amplifié, et il s'est amplifié parce que il y a cette logique, en fait,
du marketing, des médias, de la publicité, des grands groupes éditoriaux qui est de plus en plus présente et que ça va peser en fait sur le champ littéraire. Ça ne veut pas dire que le champ littéraire n'a plus d'autonomie relative. Hein. Et justement, cette remise en question, elle est toujours à nuancer parce qu'il y a en fait des formes de résistance à l'ancienne dans le champ littéraire qui se manifestent encore aujourd'hui chez certains auteurs. Hein, si vous connaissez, je sais pas, Pierre Michon, Marine Diaye ou Patrick Modiano, voilà, il y a des auteurs qui résistent aussi à ces modèles, hein, mais voilà. En tout cas, c'est un facteur que relève Olivier Donat, hein, ce poids et cette présence d'une économie médiatico-publicitaire. Alors, ça va de pair avec justement une emprise des groupes, hein, voilà, et une segmentation de l'offre. L'idée, de plus en plus, que surtout depuis les années 90, hein, il y a une diversification des produits culturels. Une mise en avant d'une certaine spécialisation. Alors moi, par exemple, j'ai travaillé donc sur la littérature africaine, et c'est frappant dans l'édition de la littérature africaine, en fait, hein, il y a vraiment la mise en place de secteurs, de collections, d'éditeurs spécialisés qui affichent de plus en plus une spécialisation sur les littératures africaines, noires, caribéennes, hein, surtout depuis les années 90. Maintenant, en librairie, j'ai remarqué à Soramps l'autre jour, il y a maintenant des rayons entiers sur les littératures aussi gays, lesbiennes, LGBT. Ça n'existait pas il y a 30 ans, en fait. Enfin, voilà. C'est depuis les années 90 qu'il y a des collections, des secteurs qui se sont affirmés donc, sur le queer, et ça se répercute aussi sur les librairies. Mais vous voyez, c'est des segments comme ça, qui en fait sont des sortes de niches en fait, culturelles, qui se sont affirmées. Alors, c'est extrêmement intéressant, hein. C'est extrêmement intéressant. Moi, je dis niche parce que ça va de pair avec... tous les auteurs ne sont pas... Je dirais que tous les auteurs gays et lesbiens, tous les auteurs africains, ne sont pas forcément publiés en passant par cette voie-là. C'est intéressant à observer, justement, aussi. Proust était homosexuel. Hein, dans la recherche, il y a aussi... C'est intéressant de faire une lecture, je dirais, par le genre et queer de la recherche, mais la recherche, ça a intégré les canons universels, si vous voulez. Hein. Voilà, donc il y a aussi, voilà, hein, mais en tout cas, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme, si vous voulez, de mise sur le marché, de réflexion au niveau de l'offre, au niveau de la librairie, au niveau de l'édition, sur une valorisation de ces segments-là. D'accord ? Ça va ? Et puis, quatrième point, du coup, et là, je vais parler, justement, Chavy, vous m'avez précédé, de Bernard Lahire, avec une réflexion, hein, alors qui est très propre aux sociologues, sur les modes de socialisation. La socialisation, ça va, vous savez ce que c'est ? Hein, on va dire que la socialisation, c'est un processus, alors c'est important comme notion, comme concept sociologique, il y a un petit, si vous avez envie de lire sur le sujet, il y a un petit 128 de Muriel Darmon sur la notion de socialisation qui est très bien fait. Muriel Darmon qui a travaillé sur l'anorexie, les AVC, les classes préparatoires. Ouh là là. Voilà, c'est une super sociologue et son petit repère est très clair sur la notion de socialisation. L'idée de socialisation, si vous voulez, ça s'applique dès le stade du bébé et en fait on est socialisé toute sa vie. Hein, c'est vraiment un processus. C'est l'idée qu'on va intérioriser le social, on va intérioriser les règles de la société. Et puis, c'est pas seulement la société en général, mais en fait, on ne va pas être socialisé de la même manière selon son origine sociale, selon la famille dont on vient, selon l'école où on va être scolarisé, etc. Donc, les sociologues distinguent par exemple la socialisation primaire, hein, donc, dans la jeunesse, qui est la plus solide, la plus durcie, la socialisation secondaire, qui vient après. Et Pierre Bourdieu a toute une réflexion aussi sur la socialisation, hein, donc avec la notion de disposition. Hein, avec la notion d'habitus, qui est un ensemble de dispositions. L'habitus, c'est une autre notion clé de Pierre Bourdieu. Mais pour avoir un habitus, en fait, il faut être socialisé, quoi. Voilà, on n'échappe pas, en fait, à la socialisation. Et
dans le modèle, donc justement, de Pierre Bourdieu, dans les années 60-70, dans ces grands schémas dont je vous ai parlé, ces ACM, eh bien finalement, le poids de l'origine sociale, le poids de la famille, enfin de sa catégorisation socio-professionnelle, il est très redevable au niveau de diplôme et il est très redevable à la socialisation familiale. Voilà. Socialisation familiale, parce que l'idée, c'est que pour avoir des dispositions très fortes, pour avoir un habitus d'ouvrier ou un habitus de cadre, hein, c'est les mots que Bourdieu utilise dans la distinction, eh bien, la socialisation, elle fonctionne d'autant mieux qu'elle est précoce, elle est intense et elle est systématique. Donc pour le coup, le petit bébé, c'est l'exemple parfait, parce que le petit bébé, il est complètement dépendant de ses parents. Donc il y a le stade le plus précoce, hein, j'allais dire. Voilà, on absorbe plein de choses avec beaucoup d'intensité, beaucoup de systématicité. Et Bernard Lahire, lui, alors il décale un petit peu le modèle de Pierre Bourdieu, c'est-à-dire qu'il va critiquer la notion d'habitus, parce que l'habitus postule qu'il y a un ensemble de dispositions qui est assez unifié. Bourdieu parle d'une orchestration sans chef d'orchestre. Alors, Bourdieu est très très fin, hein, ça c'est vraiment dans Le Sens pratique, qui est l'un de ses ouvrages théoriques très importants, où il définit l'habitus, hein, c'est à la page 89 du Sens pratique. Il parle d'orchestration sans chef d'orchestre, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez plein de musiciens qui jouent d'instruments de musique différents, mais il n'y a pas besoin de chef d'orchestre, parce que voilà, c'est une forme c'est pas forcément, hein, chez Bourdieu, c'est pas forcément conscient, cet habitus, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez unifié, si vous voulez. C'est un ensemble de dispositions qui est assez unifié. Bernard Lahire, il va proposer un modèle concurrent, notamment dans le livre qui s'appelle L'homme pluriel. L'homme pluriel. Où Bernard Lahire préfère parler de dispositions, et voire distinguer les unes les autres les dispositions, en abandonnant le postulat qu'elles seraient unifiées, si vous voulez, sous un même habitus. Et Bernard Lahire met en avant, à l'appui donc de sa proposition, le fait que de plus en plus, il y a un déclin de l'autorité familiale, il y a un déclin de l'institution scolaire au profit d'autres instances de socialisation, au profit, par exemple, du groupe des pairs. Pour les lycéens, l'idée que les lycéens, ils sont influencés par d'autres lycéens à l'école, ou, au centre aéré, dans les activités qu'ils vont pratiquer, et que finalement, les lycéens constituent une contrainte presque supérieure à celle de la famille, parce que finalement, faut aussi avoir le bon genre, avoir la classe auprès des collègues lycéens, il faut regarder la bonne série télé, le bon groupe de musique, et donc il y a une sorte de contrainte qui passe aussi par le lycéen, qui va en retour demander dans sa famille, se procurer lui-même certains biens culturels. Il y a des instances de socialisation qui sont comme les médias, la télévision, le numérique, qui vont en fait se massifier. C'est d'ailleurs l'un des résultats aussi de la dernière enquête 2020, qui parle de massification de certaines pratiques audiovisuelles et numériques. Donc là-dedans, c'est sûr que il y a une forme de généralisation de l'accès à l'Internet. Il y a notamment deux pratiques qui se sont beaucoup développées. Là, ce que montre en 10 ans, c'est l'usage des réseaux sociaux et des clips vidéo. Et c'est vrai qu'on passe, moi y compris, mais je pense que c'est encore plus fort pour les générations plus jeunes, sans doute pour vous, et encore plus pour ceux qui sont encore plus jeunes, le temps qu'on passe sur Internet, sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche. Alors, encore une fois, Internet n'est pas du tout un support neutre et transparent. Il faut toujours se questionner aussi sur ce que c'est qu'Internet et sur le fait que les moteurs de recherche, ils vont nous donner des choses différentes en fonction de la manière dont ils nous ont catégorisé d'algorithmes, et que Internet, c'est aussi du pouvoir économique. Enfin voilà, c'est pas du tout un filtre transparent. Mais en tout cas, il y a une forme, si vous voulez, de généralisation du recours à Internet et du recours à certains réseaux sociaux. Et du coup, alors pour Bernard Lahire, qui à l'époque ne prenait pas en compte dans l'homme pluriel, c'est écrit avant comme ça la généralisation d'Internet et des cultures numériques. Mais en tout cas, ce qu'il diagnostique, c'est la multiplicité croissante des instances de socialisation et une concurrence de plus en plus précoce pour socialiser les enfants.
Les femmes travaillent de plus en plus, hein, et notamment par rapport aux années 50, 60, 70. Donc, elles ont recours davantage aux crèches, aux nourrices, aux garderies. Donc, les petits-enfants, ils sont en contact avec d'autres enfants, avec d'autres instances éducatrices. La scolarisation a fait des progrès, donc les jeunes vont à l'école plus longtemps. C'est de plus en plus tôt et de plus en plus tard. Ça commence à 3 ans, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Et donc, ça concurrence le milieu familial. Il y a certains réseaux de sociabilité, il y a les médias, et les nouveaux médias, ce qu'on appelle les nouveaux médias, hein, le numérique. Voilà, donc chez Lahire, hein, par rapport à la notion d'habitus, il y a une vision... alors, il y a aussi une vision plus positive chez Lahire que chez Bourdieu des socialisations plurielles. Parce que Bourdieu, il envisageait bien qu'il pouvait y avoir des cas de socialisation contradictoire. Lui-même, hein, je vous l'ai dit, c'est comme Hogarth, il est un transfuge de classe, Bourdieu. Donc dans le cas des transfuges de classe, dans le cas aussi des paysans algériens qu'il a observés et qui sont migrants, il parle d'habitus clivés, c'est-à-dire des habitus qui sont marqués par une fracture, en fait, hein, pour des individus qui ont connu parfois des décalages importants dans leur vie. Mais chez Bourdieu, avoir un habitus clivé, c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est quelque chose qui pose problème. C'est quelque chose qui l'indique comme remarquable. Il crée cette expression d'habitus clivé. Oui. Alors que pour Bernard Lahire, et c'est confirmé par l'enquête qui mène notamment dans la culture des individus, que vous citiez, Chavy, c'est l'idée que finalement, ça s'est banalisé, quoi. Que la plupart des gens aujourd'hui, ils ont des dispositions plurielles et que c'est pas forcément grave, que ça ne suscite pas forcément des dégâts au niveau psychique, mais simplement que les individus peuvent avoir différentes sortes de dispositions. Ils vont faire des apprentissages dans différents milieux et qui sont capables parfois de les activer, de les désactiver, de les mettre en veille, de les actualiser en fonction des contextes. Hein, donc pour Lahire, il y a une forte probabilité statistique d'être caractérisé par une pluralité de styles, une pluralité dispositionnelle, et une faible probabilité d'être caractérisé par un habitus cohérent, homogène, etc. Voilà. Ce qui m'amène, et je vois que je suis trop lente, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'irai un peu plus vite sur le reste. Ce qui amène, vous pouvez mettre une autre flèche après donc les oui, c'est une autre flèche après le modèle. Enfin, en fait, j'ai oublié de vous indiquer une flèche. C'est-à-dire qu'il y avait le petit 3, les critiques de la théorie de la légitimité culturelle. Il y avait une première flèche qui était un modèle situé spatialement et temporellement. C'était une première flèche avec les 4 points que je vous ai énumérés. Et là, vous pouvez faire une autre flèche, le modèle concurrent de l'éclectisme. Le modèle concurrent de l'éclectisme. Ou l'éclectisme, un modèle concurrent. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la pause maintenant pour le tour de table ? Oui ? Ok, alors on fait la pause maintenant.